Bienvenue dans le débat consacré à la campagne des législatives en France qui bat son plein avec ses coups de théâtre. Au lendemain de l'annonce d'un accord entre les 4 partis de gauche, c'est un séisme au sein du parti Les Républicains. Éric Ciotti, le patron du parti, s'allie au Rassemblement national. Marine Le Pen salue ce qu'elle qualifie de choix courageux, tandis que les ténors du parti comme Gérard Larcher ou encore Olivier Marleix demandent son départ de la présidence de LR. À gauche, les 4 partis ont appelé à des candidatures uniques dès le premier tour, disent-ils. Les tractations ont repris ce matin pour affiner un programme commun. Gabriel Attal, lui, est sorti de son silence et il s'engage à faire campagne afin, je cite, d'éviter le pire. Édouard Philippe a déclaré, lui, vouloir pleinement s'investir aux côtés de Macron et il plaide pour un rassemblement en vue d'une nouvelle majorité, dit-il. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs par ailleurs repoussé son discours à demain. Alors que se passe-t-il du côté des LR? Quelles sont les conséquences de cet accord entre Éric Ciotti et le RN? À gauche, quid de l'alliance entre les 4 principaux partis et quel impact sur les électeurs? Enfin, du côté de la majorité, quelle est la stratégie? Eh bien, on va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Virginie Leguet. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes éditorialiste politique. En face de vous, Stewart Shaw. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'Institut Verian, co-auteur de La fracture. La jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. Et c'est aux arènes. Bienvenue à vous. Adrien Matou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du service politique du journal Marianne. Bienvenue également à Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Bonsoir. Directeur et fondateur d'Atlantico. Coup de théâtre, effectivement, avec cette décision d'Éric Ciotti, le patron du LR, qui annonce donc une alliance avec le Rassemblement national. La droite avait besoin d'une alliance pour les législatives, a-t-il lancé. Il juge son parti trop faible, dit-il, pour s'opposer à la Macronie. On fait un point en images avec Noémie Roche. Depuis dimanche, il laissait planer le doute. Pressé de clarifier sa position, le président du parti Les Républicains plaide pour une alliance avec le parti d'extrême droite en vue des élections législatives. Nous sommes confrontés à 3 blocs, le Rassemblement national, la majorité impuissante et l'alliance honteuse de la NUPES. Et bien dans ce cadre, pour éviter les menaces qui pèsent sur notre pays, il fallait construire des alliances qui reposent pour moi sur des valeurs de droite. Voilà, je ne me déjuge pas, je suis de droite, je reste de droite, je suis républicain. Éric Ciotti répond ainsi à l'appel lancé par le président du Rassemblement national, dont le parti est arrivé largement en tête aux élections européennes dimanche. Sur le réseau social X, Jordan Bardella s'est aussitôt réjoui. En répondant à cet appel au rassemblement, Éric Ciotti choisit l'intérêt des Français avant celui de nos partis. Mais cette annonce est loin de faire l'unanimité au sein du parti Les Républicains. Le président du Sénat, Gérard Larcher, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, et de nombreux ténors du parti fustigent la décision d'Éric Ciotti. Nous sommes très nombreux à penser que aujourd'hui le pouvoir n'a plus la confiance du peuple, nous le savons, davantage encore depuis dimanche. Pour autant, il n'y a aucune issue politique à une quelconque alliance, un quelconque accord avec un parti politique pro-russe, populiste et anti-européen. Au sein du parti Les Républicains, les appels à la démission d'Éric Ciotti se multiplient depuis son annonce, qui a provoqué un nouveau coup de tonnerre dans le paysage politique français. Jean-Sébastien Ferjou, alors quelles sont vraiment ses motivations? Parce qu'on peut dire que c'est un peu historique tout de même. Première dans le genre, on peut dire, cette décision de LR, enfin d'un patron de LR de s'associer avec le RN. Oui, absolument, parce que les Républicains ou les prédécesseurs des Républicains, l'UMP ou les partis qui ont précédé, n'avaient jamais cédé à la tentation des alliances avec le Front National ou le Rassemblement National, à l'exception de quelques présidents de région, on s'en souvient en 1998, mais enfin qui n'engageaient pas le parti en tant que tel. Donc là, incontestablement, c'est une rupture politique majeure dans l'histoire des Républicains. Maintenant, je pense qu'Éric Ciotti réagit par rapport à la sociologie qui est la sienne, c'est-à-dire celle de la Côte d'Azur. Je ne suis pas certain que ça représente, alors on l'a vu, les autres ténors du parti, ni même l'électorat des Républicains, alors pas dans son ensemble, ça c'est certain, mais même pas dans sa majorité. Quand on regarde, il y a une 60aine de députés à l'Assemblée nationale, il y en a peut-être une dizaine qui sont dans des circonscriptions où ils auraient besoin des voix du Rassemblement national pour être réélus. Les autres, non seulement n'en ont pas besoin, mais ça se joue quasiment à l'inverse. C'est-à-dire que les Républicains sont un peu devenus ce qu'est le Parti communiste. Vous savez, ils ont des bastions, ils sont très forts, ils n'existent plus ailleurs. Mais enfin, là où ils existent assez fortement. On a vu aussi dans les résultats des européennes que les Républicains
Républicains sont repassés devant Renaissance, par exemple dans l'Ouest parisien, soit dans les arrondissements de l'Ouest parisien, soit dans les Hauts-de-Seine, dans des circonscriptions un peu bourgeoises. C'est-à-dire que, pris à l'inverse, les Républicains pourraient récolter les voix du centre-droit de Renaissance, voire de la gauche en cas de duel avec le RN. Donc là, c'est une décision qui s'applique avant tout à sa circonscription à lui et à la sociologie des circonscriptions qui y ressemblent. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut négocier un accord sans même, d'ailleurs, il n'a rien dit. On ne sait pas combien il y a d'investitures négociées, on ne sait pas sur quel programme. Finalement, ça me paraît relever à peu près du même ordre de démarche et de trahison que ce qu'avait fait Édouard Philippe pour Gérald Darmanin, en allant se vendre juste pour des destinées personnelles et pas en négociant un véritable accord politique, contrairement à ce que François Bayrou, lui, par exemple, avait fait. Virginie Leguet, oui, c'est vrai, celui qui parle de trahison, en tout cas, c'est Bruno Retailleau. On va l'écouter ensuite. Votre réaction, c'était une décision personnelle ? Écoutez, en tout cas, il semblerait qu'il n'ait prévenu personne et que la veille, et c'est Bruno Retailleau qui l'a raconté, il a parlé lors d'un rendez-vous avec Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy et Annie Genevard, à qui il n'a soufflé mot de son intention, alors que pourtant on imagine bien qu'il avait tout à fait pris sa décision. Quand il parle d'accord, c'est un accord qui pour l'instant n'engage que lui. Oui. Et c'est un accord que pour l'instant tous les autres ténors, on les appellera comme on voudra, mais tous les autres figures du parti ont repoussé absolument. Donc, je trouve que la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que ce petit parti de droite qui est réduit à sa plus simple expression, pour ne pas dire réduit aux acquets, et qui n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui, se tient encore à peu près debout sur ce qu'il estime être ses valeurs, ses convictions, et ne cède pas à la tentation qui serait évidemment plus facile de se dire on va s'arrimer au Rassemblement national parce qu'il y a une vague qui souffle et on veut être dans cette vague et on veut s'assurer de notre réélection. Pour l'instant, il ne cède pas. C'est plutôt, je trouve, pour les électeurs de droite, une assez bonne nouvelle dans cette très mauvaise nouvelle que représente Éric Ciotti. Il est solitaire, il est président du parti et qui dit c'est les militants qui m'ont élu et c'est les militants qui me déséliront s'ils doivent me désélire. Donc il n'est pas prêt de partir. Donc je ne sais pas comment ça va se passer d'ici le premier tour. Bruno Retailleau, vous le disiez, qui est donc le président du groupe LR au Sénat, il a dénoncé, lui, une double faute politique. On va l'écouter. Tout cela, j'imagine, a été mûrement réfléchi, mais surtout mûrement camouflé. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. C'est un choix qui est un choix personnel que nous regrettons. Mon groupe a été ce matin, vraiment je l'en remercie, et je suis touché d'ailleurs de cette cohérence. Mais comprenez bien que cette blessure, elle n'est pas seulement sur une ligne politique qui n'a jamais été la nôtre étant celle de l'indépendance et de l'autonomie. Cette blessure, elle est aussi humaine, une façon de se comporter. Comment est-ce que les Français peuvent considérer ce spectacle affligeant, politique ? Adrien Matou, alors lui, il parle d'une blessure. Bruno Retailleau, il est touché, il a menti. Enfin, vraiment, il le désigne comme vraiment celui qui a pris sa décision solitaire, sans en parler à personne. Enfin, le traître absolu. Ah oui, surtout qu'on pouvait penser que si Éric Ciotti décidait cet acte très important dans l'histoire de LR, qui était de conclure une alliance avec le RN, il serait au moins suivi par l'aile droite du parti, des personnalités comme Bruno Retailleau, également comme Laurent Wauquiez. Or, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'ils se sont tous désolidarisés très vite de sa décision. Après, ce qu'il fait, c'est avant tout une conséquence du rétrécissement de LR. Rétrécissement sociologique, Jean-Sébastien Ferjou en parlait. Du temps du gaullisme, Malraux disait que le gaullisme, c'était le métro à 7h du soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, LR, c'est plutôt le TGV pour la Baule, sociologiquement. C'est un électorat très âgé, très bourgeois, et qui est vraiment en position de faiblesse, et également idéologiquement. C'est-à-dire qu'idéologiquement, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que beaucoup des membres de LR qui parlent de leur réaction à la décision d'Éric Ciotti ont des explications différentes. Et Éric Ciotti lui-même, ça fait des années que son argument pour justifier le fait de ne pas s'allier au RN, c'était pas du tout le fait que le RN serait un parti d'extrême droite infréquentable, parce que sur les sujets d'immigration et de sécurité, ils ont arrêté la même ligne. C'était le manque de sérieux du RN sur les sujets économiques. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, LR occupe une niche idéologique et sociologique, et que forcément le parti est en position de faiblesse. Stuart Shaw. Quel impact finalement ? Parce qu'au final, c'est en train d'imploser au sein du LR, ou au contraire, comme disait Virginie Leguet, finalement ils sont assez solides et c'est l'électron libre qui est parti.
Si on se place d'un point de vue de l'électorat, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a plusieurs points. On a réalisé un baromètre là en début d'année. Alors on était dans un contexte évidemment très différent, donc il faudra réactualiser ces chiffres qui montraient que sur les sympathisants LR, vous aviez un peu plus de 60% qui estimaient que on pouvait, en tout cas les LR, pouvaient faire des alliances avec le Rassemblement national. C'est quand même une première d'avoir une forme de perméabilité aujourd'hui entre les différents électorats, c'est-à-dire passer de LR au Rassemblement national. Mais dans le détail, si on regarde bien les chiffres, c'est que vous aviez parmi ces 60%, les 50%, donc quand même une très large majorité, qui expliquaient que c'était nécessaire selon les circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui, les circonstances sont telles que, effectivement, ça justifierait une alliance avec le Rassemblement national? Et je terminerai juste d'un point. Là aussi, d'un point de vue de l'opinion, ça me semble assez étonnant comme stratégie, puisque en termes de paysage politique, on est dans une surcomplexification depuis 2017, où les électeurs ne se retrouvent plus. Paradoxalement, le dépassement du clivage gauche-droite a embrouillé tout le monde. J'ai plutôt le sentiment qu'on est face à une opinion qui voulait, en tout cas, qui souhaite une clarification, le retour d'un clivage gauche-droite. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les différentes enquêtes. Et à mon sens, peut-être que l'électorat LR macroniste déçu aurait pu se basculer sur un vote LR aux législatives, mais avec une alliance telle, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Et Éric Ciotti a le soutien du président. Je vais vous faire rebondir. La question, c'est qui aura les investitures? Parce que Michel Tabarot, qui est la présidente de la Commission nationale d'investiture des Républicains, a dit qu'elle était contre cet accord-là. Et donc, c'est une situation, Virginie Le Guen disait à l'instant, personne ne peut forcer à partir on ne peut pas le forcer à quitter la présidence mais il ne tient pas non plus LR. la Commission des investitures. Donc à l'arrivée, qui aura la commission des investitures? On a 3 semaines, c'est 3 semaines de campagne. C'est-à-dire qui déclenche l'argent? Qui aura les remboursements? Parce que les questions, elles sont aussi extrêmement concrètes. Et donc ce qui se passe là, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si encore Éric Ciotti était arrivé en disant, écoutez, nous avons signé un accord. Par exemple, le RN accepte de modifier sa politique économique, de ne plus souhaiter revenir sur la réforme des retraites ou que sais-je. Parce que là-dessus, ils sont en désaccord. Hein. Et en disant, par ailleurs, j'ai obtenu 100 investitures, je le soumets aux instances de mon parti. Finalement, même je demande aux militants de mon parti de valider cet accord-là. Ça serait un accord politique. Après, on peut trouver que c'est bienvenu, malvenu, à chacun de se faire une opinion. Mais ça n'est pas ce qu'il fait. Ça n'est pas ce qu'il fait. Et donc, il s'assoit en quelque sorte sur le principe démocratique qui doit prévaloir quand même dans la gestion des partis comme dans la gestion de la vie politique nationale. Je vais vous faire réagir à Virginie Le Guen, mais avant, je voudrais qu'on écoute tout de même Guilhem Carayon, parce que lui, il est président des jeunes LR, donc c'est quand même la jeunesse de ce parti, et lui soutient la démarche d'Éric Ciotti. On va l'écouter, c'était au micro de James André, qui est envoyé spécial au QG. On ne peut plus écouter les postures morales de la gauche qui ne dit pas d'alliance alors qu'eux, ils n'ont aucun complexe à s'allier avec l'extrême gauche. Est-ce que vous avez eu les mêmes réactions quand le Parti socialiste, hier, s'est allié avec l'extrême gauche? Non, c'est ça la vraie vérité dans notre pays. Jordan Bardella à Matignon, c'est quelque chose qui est désirable pour vous en tant que LR? Oui, je le crois. En tout cas, c'est beaucoup plus désirable que Gabriel Attal à Matignon. Voilà. Et le discours de vérité, vous dites discours de vérité, pour vous le RN, aujourd'hui, tient le discours de vérité? Mais je crois en tout cas qu'il y a une large majorité de Français qui ont compris que le redressement national ne passerait pas par une alliance entre les macronistes et les républicains. Moi, je crois en une autre alliance. Je crois en l'alliance de tous les électeurs de droite. Donc lui, il n'est pas du tout opposé à justement un Bardella Premier ministre avec éventuellement, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur, Éric Ciotti. Enfin, c'est un peu ça qu'il soutient. Ben, je pense qu'il soutient aussi un certain nombre de circonscriptions qui reviendraient aux jeunes LR et qui seraient dealées entre Éric Ciotti et Marine Le Pen ou Jordan Bardella et qui permettraient d'étoffer. Pour l'instant, ils ne sont que 61. Mais il y aura 577 circonscriptions, donc ils vont devoir trouver des candidats. Et je pense que Guilhem Carayon, qui a toujours été assez à droite, se dit il y a peut-être une opportunité pour nous les jeunes. C'en est fini des barons qui décident des investitures. Donc lui, il est sur cette ligne. Mais je le redis, pour l'instant, personne, et c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, personne n'a la main sur les investitures de ceux qui veulent passer cet accord. Autrement dit, ça peut être complètement noyé, ça peut être caduc, rendu caduc, Éric Ciotti, cette décision. De toute évidence, peut rester président du parti. Est-ce qu'il peut mettre en œuvre l'accord qu'il a théoriquement passé avec Marine Le Pen et Jordan Bardella? Est-ce qu'il en a les moyens, alors que tous les responsables du parti lui disent c'est non? Je ne sais pas. Je ne vois pas quelle est la voie. C'est une vraie question. Je ne vois pas quelle est la voie de sortie pour lui. On se souvient dans les explosions du Front National à l'époque que ça s'était fini devant les tribunaux. Je me demande si ça ne relève pas de quelque chose de similaire chez LR. Adrien Matou. Moi, sur l'intervention de Guilhem Carayon, il faut quand même parler aussi du fond. C'est-à-dire qu'il y a toute une jeunesse de droite, qu'elle soit à LR
au RN ou à Reconquête qui est dans la perspective d'une union des droites. C'est-à-dire qu'en politique, il y a deux choses. Il y a les valeurs que vous défendez et les sujets que vous estimez prioritaires. Or, toute cette jeune génération estime, à tort ou à raison, que ces points d'accord entre les différentes droites sur l'immigration, la sécurité, sont plus importants que les divergences qu'ils peuvent avoir sur l'Europe, l'économie, etc. Les retraites. Et donc, exactement. Donc, finalement, Guilhem Carayon, Stanislas Rigaud de Reconquête ou Jordan Bardella du RN, qui se sont fréquentés pendant toute leur jeunesse, qui étaient dans les mêmes bars, qui étaient limite amis, se disent on va gouverner ensemble et l'union des droites est la formule qu'il faut. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le RN, qui est en très bonne position aujourd'hui pour éventuellement arriver au gouvernement, rejette depuis plusieurs décennies maintenant ce théorème d'union des droites, mais il semble vouloir... Donc laquelle appartenait de Reconquête aujourd'hui. Voilà. Mais on sent qu'au RN, c'est divisé. C'est-à-dire qu'au RN, certains se disent on doit s'associer avec Reconquête et LR pour gouverner. D'autres disent non, on doit poursuivre sur notre mais c'est là où on voit optique le contenu de droite l'accord, parce gauche. qu'Éric Ciotti a juste parlé d'un accord. Mais sur le fond, c'est pas. Comme je vous le disais, il n'a pas donné de contenu. Après, un accord, c'est pas forcément illégitime. Encore une fois, on le partage pas, c'est une autre question. Mais là, il n'y a pas de contenu politique à cet accord. On ne sait pas de quoi il en retourne. Stewart, sur justement l'électorat dans les études, quand il y a cette espèce de... Est-ce qu'il peut y avoir effectivement une vague Rassemblement national dans les urnes lors de ce premier tour? Et donc, à ce moment-là, la position d'Éric Ciotti, quelque part, on comprend son calcul en tout cas. Oui, mais enfin bon, là encore une fois, c'est est-ce que LR, avec l'hégémonie de RN, est-ce que ça va porter une influence concrète sur la politique qui va être menée dans les années qui viennent? J'en suis pas très sûr. On l'a vu avec la NUPES. Quand c'est NUPES, LFI, l'hégémonie pendant 2 ans, ça n'a pas forcément marché et ça n'a pas permis non plus à la gauche de se réveiller. Et puis juste un dernier point pour rebondir sur ce qui a été dit. La première chose, c'est que je doute de la raison d'être aujourd'hui, d'un point de vue de l'opinion, des LR aujourd'hui qui sont prises en étau entre un Rassemblement national... Donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont voués à la disparition? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une marque vide. Et au lieu de la réinventer, alors vous allez me dire 3 semaines, c'est vrai que c'était peut-être assez court, on la dilue dans une espèce d'ensemble d'union des droites qui, très honnêtement, d'un point de vue d'une grande partie de l'électorat de droite qui s'est rabattu pour une certaine partie sur Emmanuel Macron, mais qui semble être complètement déçu, ça ne fonctionne pas. Donc il y a une forme de marqueur qu'on n'arrive plus à identifier et je ne crois absolument pas que c'est en rejoignant un mouvement comme le Rassemblement national que ce marqueur de la droite républicaine pour une partie de l'électorat puisse vraiment renaître de ses cendres. Virginie Le Gabet, ils peuvent se rattraper du coup? Attendez, la réinventer en 3 semaines, mais ils ont eu tout le temps de la réinventer, cette marque. Oui, franchement, vrai. ils ont eu des années pour le faire. Que n'ont-ils travaillé? Que ne se sont-ils réunis pour proposer un corpus politique mais sans jamais différent? tomber d'accord. Enfin, ils l'ont fait. Non, ils l'ont pas fait. Moi, j'ai pas entendu des nouvelles. J'ai pas entendu de proposition un petit peu transgressive, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais ils l'ont fait que des vieilles choses qui ont été reprises. Des assises de la refondation, oui. Ils en ont fait, mais je ne sais combien de fois depuis l'échec de Nicolas Sarkozy. Pour quel résultat? L'échec de Laurent Wauquiez. Mais je suis d'accord avec vous sur les résultats, mais vous voyez bien, là où on est dans une situation qui est totalement absurde, c'est-à-dire, admettons qu'on aurait donc une partie de LR alliée au Rassemblement national à l'Assemblée nationale, une autre partie de LR qui ne serait pas alliée au Rassemblement national, donc déjà, on ne sait même pas comment les votes seraient comptabilisés. Édouard Philippe les appelle à le rejoindre. Et une autre partie qui partirait chez Emmanuel Macron. Et le groupe LR, oui, mais pas tous. Non, il y a toute une partie des LR qui sont très attachés à leur autonomie, puis ils ont encore moins envie de rejoindre Emmanuel Macron dans les circonstances actuelles, ou même Édouard Philippe. Mais surtout, le groupe au Sénat, c'est quand même la majorité sénatoriale en l'état. Le LR et les centristes, le groupe au Sénat ne veut pas de cet accord-là. Donc vous voyez qu'on est en plein délire. Donc je ne comprends pas, encore une fois, la rationalité politique. On peut discuter de l'opportunité d'une alliance avec le Rassemblement national, mais la manière dont c'est fait là, sans rien mettre dans la besace, ça n'a juste pas de sens politique. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ce parti, cette décision d'Éric Ciotti? Est-ce que ça le condamne? Moi, je suis assez pessimiste pour l'avenir de LR. Les partis meurent, il faut se dire ça. Les partis peuvent mourir. Et surtout quand ils n'ont pas de fonction politique. C'est-à-dire que représente LR aujourd'hui? Alors, ils n'ont pas eu de chance parce que Emmanuel Macron a été élu à la base sur le dépassement des clivages, a plutôt marché sur leur plate-bande dans sa manière de gouverner, dans la politique qu'il a menée, même dans les personnalités qu'il a débauchées. Donc, quelque part, ils sont un petit peu pris en tenaille entre un RN de plus en plus puissant, un macronisme qui a plutôt dérivé vers la droite, et en plus, maintenant,
Reconquête, qui est apparu il y a quelques années et qui lorgne le même électorat qu'eux, c'est-à-dire un électorat plutôt bourgeois conservateur. Donc là, ils sont vraiment... Et sans champion à la présidentielle. Et c'est un suicide pour un parti dans la Ve République de n'avoir pas d'incarnation présidentielle. Et ils ont loupé le coche parce qu'il y a eu des projets de loi qui sont devenus des lois qui étaient des vrais marqueurs de la droite. Je parle de la loi sur l'immigration, la loi sur les retraites. Et là, qu'est-ce qu'on a entendu? Une cacophonie infernale, personne n'avait la même position et ils se sont ralliés finalement à une position assez basse qui était bien en deçà de ce que prenait LR. Donc non seulement il n'y a pas d'incarnation, mais sur les grands sujets qui ont fondé la droite, ils ont été totalement incapables de se définir et de se faire entendre. Donc effectivement, on ne voit pas très bien sur quoi aujourd'hui ils pourraient rebondir. Après, la réalité, ça reste en élu, rappelons-le quand même, le premier parti du pays. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des mairies, des conseils départementaux, des conseils régionaux. Enfin, ça reste le premier parti en nombre d'élus dans le pays. Donc, on peut, bien sûr, ils sont banded, enfin, ou dans une espèce de coma cérébral, si on veut, mais ils continuent à exister. Donc, la situation, elle est vraiment complexe parce qu'on ne sait pas quel est le rapport de force politique qui va émerger des législatives. Marine Le Pen, en tout cas, a immédiatement salué le choix courageux et le sens des responsabilités d'Éric Ciotti. Elle a dit espérer qu'un nombre conséquent des cadres de LR donc le suivent. Jordan Bardella, donc lui, veut bâtir, il l'a dit, une majorité la plus large possible. On va écouter Jordan Bardella. Je veux bâtir la majorité la plus large possible. Voilà, parce que je pense que le Rassemblement national peut gagner ces élections législatives et c'est la raison pour laquelle, parce que je crois dans le rassemblement, je m'adresse aussi à d'autres formations politiques en leur proposant de travailler avec moi dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Stewart Chaud, donc cette stratégie en fait du RN, c'est cet élargissement d'une base pour en fait gouverner, c'est ça en fait ce qu'ils souhaitent, avoir une sorte se préparer à gouverner avec une majorité le plus large possible. Est-ce que finalement cette décision d'Éric Ciotti aujourd'hui n'est pas l'aboutissement de la dédiabolisation du RN ? Oui, mais je pense que d'abord, pour Jordan Bardella, c'est qu'il faut des joueurs, quoi. Il faut un banc bien rempli pour pouvoir faire un gouvernement et pas sûr qu'au RN, il y aurait eu assez talent. Donc c'est bienvenu pour lui, qui est un certain nombre de, on va le voir plus tard, peut-être, de personnalités des Républicains qui les rejoignent. Juste sur la question du RN, effectivement, on voit une tendance depuis un certain nombre d'années, mais on l'a longtemps commenté, analysé, de normalisation. Moi, j'appellerais ça maintenant une sorte de crédibilisation du parti Rassemblement National. Plusieurs choses. Un tiers des Français aujourd'hui adhèrent aux idées et aux solutions du Rassemblement national. C'est plus 10 points depuis 2017. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Rassemblement national est-il un danger pour la démocratie ? On n'a jamais eu aussi peu de Français qui le considéraient depuis 30 ans. Troisième point, si vous regardez sur la question de est-ce que le Rassemblement national pourrait participer à un gouvernement, là aussi, on a une majorité de Français qui considèrent qu'il pourrait participer à un gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plus de 7 électeurs de droite sur 10 qui le considèrent. Donc finalement, oui, il y a une forme de crédibilisation du Rassemblement national qui dépasse d'ailleurs son électorat et son socle électoral. Jean-Sébastien. Mais c'est peut-être une erreur qu'a fait la droite, mais vous voyez bien que la configuration est très différente. François Mitterrand, président de la République, avec 4 ministres communistes, c'est pas la même configuration que Georges Marchais, président de la République, avec 4 ministres socialistes. Et c'est exactement la question qui se pose sur la droite, parce que quand les électeurs de droite, ou les électeurs LR, ou de droite au sens large, répondent sur la question des alliances, c'était quand même souvent, ne serait-ce parce qu'ils avaient cette culture de parti de gouvernement, en s'imaginant dans une configuration un peu inverse, c'est-à-dire un président LR avec, je sais pas qui, Marine Le Pen ou Marion Maréchal, rentrant dans un gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la configuration inverse. Et là encore, je pense que Éric Ciotti ne comprend pas la sensibilité de ses propres électeurs, qui ne refusent pas forcément le principe de l'accord dans l'absolu. Vous le disiez aussi, Adrien, il y a des vrais points de convergence ou d'exigence sur l'immigration. Personne ne peut nier. Mais en termes de rapport de force, de sensibilité, de vécu, parce que ça compte quand même dans la politique, le ressenti aussi des électeurs, ça n'a rien à voir. Mais LR a été un des partis, avec le Parti socialiste, fondateur de la Ve République. Pendant 40 ans, ils se sont succédés au pouvoir sans difficulté majeure. C'était les deux grands partis qui ont fondé la vie politique de ces dernières années. Et aujourd'hui, ils sont réduits finalement à devenir éventuellement les supplétifs du Rassemblement national dans un gouvernement où ils seraient largement dominés et largement prisonniers. Donc on voit bien le renversement qui s'opère pour eux, renversement peut-être auquel Éric Ciotti est prêt, mais auquel ne sont pas prêts du tout les figures du mouvement, pas du tout. On va écouter justement Édouard Philippe, qui vient donc d'intervenir chez nos confrères de BFM, et ce qu'il a dit justement sur cette droite. Je la trouve consternante et contre nature. Consternante parce que les Républicains, le parti Les Républicains, c'est le parti qui est le parti héritier d'une certaine façon du
du parti de l'UMP, du RPR pour un certain nombre de gens qui sont républicains. C'est un parti qui a été présidé, en tout cas c'est une famille politique ancienne qui a été présidée par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, par des anciens présidents de la République, avec lesquels on peut être d'accord sur tout ou pas d'accord sur tout, mais qui n'ont jamais, ni l'un ni l'autre, accepté de compromission avec l'extrémisme. Adrien Matou, alors juste je vous fais intervenir parce qu'il a moins parlé. Un mot justement, d'abord il faut rappeler que Édouard Philippe est en campagne aussi et que lui fait un appel du pied aussi du côté des LR qui ne rejoignent pas le RN et jusqu'au Parti Socialiste d'ailleurs. Il voudrait une espèce de grand centre, c'est ça sa stratégie. Et le problème c'est que la diabolisation du RN, comme on dit souvent, appartient déjà au passé pour la plupart des électeurs de LR. Et pour une grande partie de ces dirigeants, des Français bien sûr, mais en particulier des électeurs de LR, mais bien sûr les Français, mais les dirigeants de LR, depuis au moins une dizaine d'années, ont deux arguments pour justifier l'absence d'alliance avec le RN. Ils ne peuvent pas gouverner, nous sommes un parti de gouvernement, et économiquement, ils sont de gauche, socialistes, communistes, voilà, ça dépend, mais en tout cas, c'est ça. Il n'y a plus vraiment de dirigeants de LR qui vous disent c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, et ça ne passera pas. Ce sont des dirigeants de droite, il y a des personnalités de droite qui disent ça, mais elles ne sont plus LR. C'est Xavier Bertrand, c'est Valérie Pécresse ou c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, en tout cas, là, effectivement, il a quand même marqué le coup. C'est le juppéiste, en fait, qui parlait un peu. Il est le moins fondé à donner des leçons de morale. Je vous le disais tout à l'heure. Quand on s'est vendu pour un plat de lentilles, quand on a eu jusqu'au manque de dignité d'aller cacher dans le coffre d'une voiture pour devenir le Premier ministre Emmanuel Macron, je vous le disais, François Bayrou, moi je respecte ce qu'a fait François Bayrou parce qu'un accord électoral entre le MoDem et Emmanuel Macron, c'est un accord politique. Ça respecte les règles de la démocratie. Quand Édouard Philippe, il va juste lui, en n'ayant rien négocié, en ayant pris la peine de soumettre cet accord-là à personne, ou quand Gérald Darmanin fait la même chose, c'est ce qui nous a mené aussi dans l'état de déshérence politique dans lequel nous sommes. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui ne gèrent plus que leur carrière, et puis en plus en ayant l'air de trouver que le seul argument pour se faire élire, c'est de dire je ne suis pas le Rassemblement national, mais les Français, ils ont besoin d'arguments, ils ont besoin que Édouard Philippe les convainque que lui serait capable de faire autre chose. Alors c'est comme François Bayrou maintenant, ils veulent démacroniser, ils ont compris quand même que Macron était devenu un repoussoir. Et ils n'ont pas compris que le vote RN était aussi un vote d'adhésion. C'est-à-dire les Français, ils adhèrent à la proposition. Et donc, il suffit pas de dire attention, c'est des fascistes ou c'est moralement scandaleux ou je sais pas quoi. Ça ne marche plus. Donc, ça ou autre chose. Virginie Leguet, sur cette position d'Édouard Philippe. C'est l'outil de mécontentement du pouvoir, mais c'est aussi maintenant un vote que les gens revendiquent très fortement, ne s'en cachent pas du tout. Il faut entendre ce qu'ont dit les auditeurs des radios et des télévisions qui ont été interrogés depuis 3 jours. Ils assument parfaitement leur vote et ils disent « Ah, c'est le moment, on est prêt et on y va ». Et en décidant de cette dissolution à un moment franchement extrêmement surprenant, alors que lui-même est à 15 et que décider d'une dissolution quand on est si fragile paraît totalement absurde. Mais en décidant de cette dissolution, Emmanuel Macron, il donne l'occasion à tous les électeurs de dire « Eh bien, on y va. Eh bien, on y va, chiche ». Seule petite réserve. Aujourd'hui, ils ont 89 députés. Pour la majorité absolue, il en faut 287. C'est-à-dire, mine de rien, 289, pardon. C'est-à-dire, mine de rien, 200 de plus. C'est pas tout à fait acquis qu'ils en aient autant. Mais malgré tout, vous allez voir que ce groupe aujourd'hui, dont l'arrivée a provoqué un séisme en 2022, va devenir énorme. Je ne sais pas si ça sera une majorité absolue, une majorité relative, ou si l'Assemblée sera juste une majorité introuvable. Mais là, les électeurs ne se freineront pas. C'est le moment pour eux et on leur donne l'occasion. C'est trop beau. Et un mot tout de même sur le fait qu'il n'ait pas trouvé d'accord avec Marion Maréchal. On le disait il y a une minute. Le parti Reconquête, Marion Maréchal, qu'on a vu donc aller au QG du RN hier, disant qu'il y aurait un accord potentiel entre elle et le Rassemblement national. Manifestement, avec Éric Zemmour, ça ne fonctionne pas en tout cas. Là, il n'y a pas d'accord. Il y a un désaccord au sein de Reconquête depuis des semaines, voire des mois, sur l'attitude adoptée vis-à-vis du RN. Éric Zemmour estime qu'il faut taper sur le RN pour à terme le remplacer, ce qui paraît tout de même assez ambitieux. Et Marion Maréchal a pris acte de la suprématie du RN et estime qu'ils sont plutôt des concurrents que des adversaires. Et elle a mis en pratique cette stratégie en disant maintenant, on a acté le fait qu'ils étaient en position de force, il faut aller négocier pour avoir notre groupe à nous, quelques sièges de députés. Pourquoi ça n'a pas marché C'est le RN. Le RN a refusé. Alors,
Il y a plusieurs interprétations. On ne connaît pas la vraie version. On ne connaît pas encore la vraie version. Il y a plusieurs hypothèses. Certaines disent que le RN compte sur Myriam Maréchal pour tuer, entre guillemets, Éric Zemmour, en faisant un ralliement et en le mettant face au fait que 80% des gens à Reconquête sont d'accord avec elle plutôt qu'avec lui. D'autres disent que c'est plutôt la ligne sociale, populiste, souverainiste du RN qui aurait finalement convaincu Marine Le Pen de ne pas faire d'accord avec Reconquête. Et puis, il ne faut pas oublier que Marion Maréchal, elle leur cassait les pieds. C'est-à-dire que quand même, vu du point de vue du Rassemblement national, elle leur cassait les pieds. Donc je ne suis pas certain qu'ils aient très envie de se remettre, d'offrir sur un plateau d'argent des investitures à Marion Maréchal en lui disant, écoute, tu nous as planté, tu nous as trahi pendant la campagne présidentielle, tu as changé d'avis, tu reviens et on t'accueille, tout est oublié. Je pense qu'il va lui faire... Non, mais certainement, il finira par y avoir une sorte d'accord. Mais Marion Maréchal, sur le sociétal, ça n'a rien à voir. Elle est très opposée, par exemple, à la GPA. Ça n'est absolument mais hier, pas la ligne. Elle disait qu'elle en avait envie de passer cette mais elle en a peut-être envie. Mais Sébastien Chenu ou Philippe Tanguy ou Jean-Philippe Tanguy, etc., ils n'ont pas la même sensibilité. Enfin, c'est pas parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont tous les mêmes et qu'ils font partie de la même famille qu'eux, ils le vivent de la même manière. Et puis elle pèse 0 en termes de sièges. Reconquête, pour l'instant, ça pèse 0. Et je ne vois pas l'intérêt du Rassemblement national d'un point de vue strictement électoral. C'est-à-dire que si on regarde la sociologie électorale du Rassemblement national au lendemain des élections européennes, on voit qu'il y a des catégories de la population qui étaient traditionnellement hermétiques au vote Rassemblement national, que Reconquête aurait pu peut-être leur apporter, qui votent aujourd'hui Rassemblement national. C'est le cas par exemple des habitants des grandes villes. Si vous regardez la cartographie aujourd'hui au lendemain des élections européennes, on voit que dans les grandes villes, Jordan Bardella est arrivé largement en tête et ça très loin devant Reconquête. Donc finalement, même sur les 65 ans et plus, et ça d'ailleurs c'est inédit. On parlait tout à l'heure de pourquoi LR s'alliait au RN. Je trouve assez étonnant, mais le RN c'est la première fois qu'ils font autant chez les seniors 65 ans et plus, qui normalement étaient un électorat très solide du macronisme. Donc finalement, je ne vois pas trop l'intérêt du RN de s'allier de manière complètement assumée avec Reconquête, qui suffisent presque un peu à eux-mêmes. Jean-Sébastien, je sais que vous devez quitter ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. On va parler de la gauche. Donc, à bientôt, à très vite. Les 4 partis de gauche qui se sont réunis pour annoncer la constitution d'un front populaire. Et ils ont appelé donc aujourd'hui à des candidatures uniques dès le premier tour, ont-ils dit. Les tractations ont repris ce matin. Un programme commun qu'ils souhaitent affiner pour répartir les 577 circonscriptions, avec un choix d'un chef de file pour l'instant qui reste en suspens. On va écouter Raphaël Glucksmann, qui lui a posé ses conditions pour un accord justement entre les 4 partis. On va écouter. Un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Virginie Leguet, alors ce sont des conditions quand même très strictes de Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est celles-ci qui ont été utilisées pour ce fameux accord? On sait que Ruffin a joué un rôle important. Ça, c'était hier soir. C'était hier soir. Et depuis, on n'entend plus parler de Raphaël Glucksmann. Qui de toute façon n'est pas candidat dans une circonscription et qui pour l'instant reste un peu hors de la mêlée. C'est comme si on l'avait un peu poussé sur le côté, malgré son score tout à fait... Voilà, fort de son score en fait. Voilà, ça, lui s'est exprimé fort de son succès, fort de son score, mais aussi fort d'une ligne. Et sa ligne ne représente en rien la ligne, par exemple, d'Olivier Faure, qui lui s'est précipité dans les bras de LFI, ce à quoi était totalement opposé Raphaël Glucksmann, qui a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est non. Eh bien, Olivier Faure lui dit Jean-Luc Mélenchon, c'est oui. Et si c'est pas Jean-Luc Mélenchon, ça sera le Front populaire. On va demander à Jean-Luc Mélenchon de se taire. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon va se taire très longtemps, mais pour l'instant, oui, on l'a pas entendu. La grande divergence, elle est là, c'est que le Parti socialiste veut repartir dans une coalition parce qu'il a compris que les électeurs de gauche sont désireux depuis toujours d'une union très large et d'une entente, et que c'est peut-être le seul moyen d'arriver à élargir un peu une base qui aujourd'hui est très étroite. Je ne suis pas bien sûr qu'ils arriveront à un succès étourdissant, mais ils arriveront au moins à sauver les meubles. Et sauver les meubles, c'est déjà pas mal. Sauver les meubles, ça veut dire s'unir quand même, Adrien Matou, c'est ça la vraie problématique. C'est la règle de la Ve République, avec un scrutin majoritaire à 2 tours. Il faut absolument s'unir pour accéder au second tour et ensuite espérer gagner. Sur Raphaël Glucksmann, c'est simple, il s'est planté. Il s'est planté, Raphaël Glucksmann, parce qu'il a cru
fort de son score. Oui, mais fort de son score aux européennes. 14%, c'est pas non plus un score de dictateur. Il a fait un bon score, évidemment, il a fait une bonne campagne, mais il a eu... Très anti-Mélenchon, justement, très anti-Mélenchon. toute sa campagne. Alors justement, il a voulu surfer sur quelque chose qui existe vraiment dans l'opinion, qui est qu'il y a tout un électorat socialiste modéré qui n'en peut plus des insoumis et qui estime que la nouvelle alliance de la gauche devra se faire autour de la social-démocratie. Sauf que ce qu'il a, à mon avis, là où il s'est trompé, c'est qu'il n'a pas mesuré le fait qu'on a changé d'époque. Et que beaucoup d'électeurs de gauche, en réalité une majorité d'électeurs de gauche, ne peuvent plus envisager une alliance de la gauche qui se reconstituerait autour de la social-démocratie, à la François Hollande, à la papa. Et en fait, il s'est un petit peu trop avancé, à tel point que même son propre parti, le PS, Olivier Faure, était déjà en train de négocier avec les autres composantes de gauche pour faire un accord qui ne correspond pas à ce que dit Glucksmann. Ce qu'a voulu faire Glucksmann, c'est dire « j'ai fait 14%, maintenant mettez-vous derrière moi et on va faire un truc où ce sera le PS qui aura le lead comme au bon vieux temps ». Ça ne marche plus. Par contre, là où il a raison, je finis juste sur ça, c'est que... il y a beaucoup d'électeurs du centre-gauche qui auront beaucoup de mal quand même à voter pour une alliance de gauche où LFI a encore un rôle prépondérant. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet repoussoir justement de cette alliance de gauche parce que les positions de LFI, notamment sur le conflit israélo-palestinien, étaient quand même ce qu'elles étaient. Donc est-ce que ça ne va pas provoquer au contraire un repoussoir, être un repoussoir pour un certain électorat de gauche, plus socialiste, plus centriste? C'est vrai que ces élections européennes, en tout cas la campagne qu'a menée Raphaël Glucksmann, a permis en tout cas d'exprimer et de remettre au devant de la scène ce qu'on a appelé les gauches irréconciliables sur un certain nombre de sujets. Donc c'est quand même une réalité. Alors après, est-ce qu'effectivement dans les urnes c'est quelque chose qui se mesure? En tout cas, il y a des gauches qui aujourd'hui ne peuvent pas vraiment s'entendre. Est-ce que la circonstance qui est celle d'aujourd'hui va amener un certain nombre d'électeurs modérés finalement à voter ce Front populaire? Il faudra voir les investitures par circonscription parce que pas sûr que finalement même des électeurs de gauche modérés qui sont déçus du macronisme, qui vont devoir, dans leur circonscription, voter pour un candidat LFI, le fassent vraiment. Si vous regardez les intentions de vote, alors il faut prendre ça avec beaucoup de précaution, c'est un sondeur qui vous le dit, parce qu'on n'a pas encore les candidats, etc., mais ça donne une photographie assez intéressante. Si vous regardez la comparaison entre le cumul des différentes listes de gauche, vous faites une intention de vote avec les différentes listes de gauche, donc séparées, et vous faites une intention avec le bloc gauche rassemblé, vous avez une différence de 7 à 8 points. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des électeurs, dans une hypothèse, qui voteraient effectivement PS, alors que dans l'autre côté, avec un bloc uni, ne voterait pas le bloc de gauche, certainement parce que LFI est un effet repoussoir. Donc oui, je pense que c'est une stratégie qui peut marcher d'un point de vue théorique et que peut-être qu'avec une dynamique de campagne, ça peut faire amener un certain nombre d'électeurs au vote, mais je suis pas certain que c'était vraiment l'aspiration de l'électorat de gauche. Et je terminerai juste par un point d'étonnement, c'est que j'ai l'impression que à la fois LR et à la fois le Parti socialiste ou même les autres partis de gauche, on a le sentiment que les réserves de voix sont toujours aux extrêmes. Mais la réserve de voix, après la débâcle du parti présidentiel, elle est au centre, elle est vers les modérés. Il ne faut pas oublier qu'à ces élections européennes, c'est 48,5% d'abstention. Donc il y a quand même une réserve de voix. Donc il y a une place pour un vote plus PS que LFI. J'ai un peu l'impression qu'il y a un bloc modéré aujourd'hui, là, qui ne se retrouve dans aucune offre présente, et je n'ai pas le sentiment forcément que cette clarification qui n'en est pas une entre LR qui s'allie au RN et un Front populaire qui nous refait une NUPES mais sans Jean-Luc Mélenchon à demi-mot, va vraiment clarifier le positionnement idéologique du paysage politique. Oui, est-ce que ça va les amener à se mobiliser et à aller voter? C'est aussi ça la question. On peut presque dire que ces deux accords-là sont deux accords contre nature. Comment le Parti socialiste se retrouve aujourd'hui avec LFI qui n'a cessé de les insulter depuis 2 mois et demi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de franchement bizarre à se retrouver dans la même coalition alors que tous les Français et les électeurs de gauche en particulier ont bien vu ce qui s'est passé depuis 2 mois. Mais l'urgence dans laquelle cette dissolution s'est présentée et l'urgence des élections, je rappelle qu'il y a 3 semaines de campagne, d'une certaine façon, contraint un peu tout le monde à dire « bon, c'est pas grave, on y va quand même ». Et moi, j'ai été assez surprise d'entendre, par exemple, Carole Delga dire « oui, bon, je comprends, je suis pas très d'accord, mais j'y vais quand même ». C'est-à-dire que même les voix un peu dissidentes du Parti socialiste se disent « est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on n'est pas plus fort à 4 que séparément ?» Et donc, oui, mais toujours, à 4, sur quel accord? Un accord qui est un peu un accord, j'allais dire, fictif, un accord théorique. Parce que là, on voit bien même que l'accord sur le programme, il n'est pas trouvé. On nous dit qu'il sera peut-être
peut-être retrouver demain matin. Mais on va bien voir quels vont être les points qui vont être écartés, les points qui vont être gardés, les points qui vont être mis en avant. Là, on n'y est pas encore. Alors, d'après les infos qu'on a à Marianne, ce ne sera pas un programme aussi riche et dense que le programme de la NUPES qui avait été publié en 2022. Donc on sort de la NUPES, ce n'est plus la NUPES. Oui, c'est le Front Populaire. Ça, je pense que c'est un sigle qui a traumatisé tout le monde. Front Populaire, c'est vrai que ça fait écho à de bons souvenirs pour la gauche, même si c'est un petit peu lointain. Ça fait combatif. Oui, et puis en plus, il y a aussi le côté antifascisme, opposition à l'extrême droite qui va être mobilisé. Mais on devrait s'orienter vers 10 mesures, a priori, une dizaine de mesures assez simples, le plus petit dénominateur commun en quelque sorte, qui permet de rassembler les gens de gauche. Il y a aussi quand même quelque chose qui est important, même si toutes les nuances qui ont été exprimées sont justes, c'est qu'il y a un désir d'unité chez les gens de gauche. Il y a un désir d'unité qui parfois surpasse les sujets de fond. C'est-à-dire qu'on crie unité, on ne pense pas trop au sujet de fond parce qu'on est content d'être ensemble. Et ça va être un phénomène qui va concurrencer le rejet de LFI qui existe bel et bien chez un autre électorat. Oui, c'est vrai que ce qui est assez inédit là, dans cette campagne législative depuis 2017, c'est qu'il y a peut-être l'espoir d'une alternative. Alors laquelle sera plus crédible, laquelle sera plus légitime, mais dans des électorats où on a été habitué, on a déploré cette affiche RN, majorité présidentielle que l'on à laquelle on renonce, à laquelle on ne désire pas du tout. Là, pour le coup, il y a peut-être un espoir d'une autre alternative, d'une autre affiche finalement à présenter, et peut-être que ça va permettre de lancer une dynamique et pourquoi pas, comme le disait Adrien, de relancer un certain nombre d'électeurs à voter un Front populaire, même si parfois ce serait en se pinçant le nez. Très vite. Oui, très vite. Je voulais simplement dire que Emmanuel Macron, en annonçant cette dissolution et en prenant le temps le plus court possible, c'est-à-dire 20 jours jusqu'à l'élection, espérait sans doute un morcellement absolu des partis politiques. Et d'une certaine façon, cet affolement, cette urgence provoque le contraire, c'est-à-dire que chacun s'organise en espérant être plus fort à plusieurs que tout seul. Jusqu'à présent, ce pari-là de l'éclatement de la vie politique était déjà réel, a échoué. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller les uns ou les autres, mais ils le prennent à son propre jeu. Voilà, et on l'écoutera Emmanuel Macron, puisqu'il a repoussé le discours qu'il devait faire aujourd'hui à demain, qui va bien sûr s'investir dans la campagne. Emmanuel Macron, merci beaucoup Virginie Leguet d'avoir été avec nous ce soir. Stewart Shaw, Adrien Matou, merci à Jean-Sébastien Ferjou qui était avec nous jusqu'à il y a un petit quart d'heure. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.